Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Comme chaque semaine, je vous le dis dès le départ, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, il faut la partager massivement, cliquez sur le pouce en l'air et puis bien sûr, laissez aussi vos commentaires juste en bas de cette vidéo parce que je les lis et que très souvent, il m'inspire. Alors pour ce nouveau numéro, nous allons le consacrer, je serais presque tentée de dire dédié à toutes ces petites entreprises françaises, ces petits industriels, ces commerçants, ces artisans qui, disons-le, sont en train de crever avec les factures énergétiques pendant qu'Emmanuel Macron va au Congo et boit des bières en boîte de nuit et que les médias tournent en boucle sur la réforme des retraites. C'est parti. Loïc Le Floch-Prigent, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes ancien patron de Gaz de France, également d'Elf Aquitaine. Notamment, vous êtes spécialiste des questions énergétiques. Vous avez publié de nombreux ouvrages, mais je n'en citerai qu'un aux éditions Elitel. Il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. Il est disponible dès à présent, je le mettrai dans la barre d'infos, sur votre site internet loiclefloch-prigent.fr. C'est pas difficile, donc les téléspectateurs peuvent d'ores et déjà en faire l'acquisition. Alors Loïc Le Floch-Prigent, en réalité, on s'est vu il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, mais au-delà du plaisir de vous recevoir à nouveau, j'ai trouvé pertinent que vous reveniez pour la simple et bonne raison que la situation depuis notre dernière rencontre est encore plus catastrophique pour les entreprises françaises. C'est aggravé parce que plutôt que de parler, il faut agir et qu'aucune action véritable n'est effectuée aujourd'hui. C'est-à-dire que les artisans, les commerçants, les petits industriels, comme vous l'avez dit, ont des notes d'électricité qui varient entre 3 et 10 fois plus que ceux qu'ils payaient précédemment. Et la situation est complètement intenable parce qu'ils ne peuvent pas répercuter leur prix d'électricité sur les marges, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre continuent à considérer que tout ceci n'existe pas et que ce sont les pauvres distributeurs qui sont pénalisés et qu'il faut faire le panier de la ménagère, on ne sait pas comment, avec quoi. Bon. Il est clair que le prix aujourd'hui de l'électricité, le prix de l'énergie en général, le prix de l'électricité, se répercute sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Bien sûr. Et que, en conséquence, l'inflation est galopante. C'est-à-dire que, et le fait de continuer à raconter sobriété ne sert à rien, puisque il faut transporter, les tracteurs sont dans les champs, donc ça part de l'agriculteur jusqu'au consommateur final, et par conséquent, effectivement, le fait d'avoir parié sur une énergie non abondante, chère et non souveraine, eh bien, a conduit à la situation actuelle, qui est une situation inflationniste. Je remarquais la semaine dernière que sur une inflation comptée à 5,3% sur quelques mois, 3,5% venait du prix de l'énergie. 3,5%. Donc plus de la moitié est directement liée au fait qu'on n'a pas maîtrisé le prix. On a maîtrisé les coûts. Alors c'est là où j'interviens de façon bruyante. On a maîtrisé les coûts. C'est-à-dire que le prix n'a plus rien à voir avec le coût. Et les coûts du nucléaire et de l'hydraulique sont les mêmes qu'avant. Alors, avant de développer ce point, Loïc Le Floch-Prigent, excusez-moi, je vous propose d'écouter le ministre de la Transition écologique. Je crois que vous l'adorez, c'est Agnès Pannier-Runacher. Elle explique pour quelles raisons, selon elle, les prix ont explosé. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Les consommateurs sont allés dire moi je suis prêt à payer plus la crainte pour être sûr de ne pas être coupé. Voilà, il y a déjà un premier point à soulever, c'est ce qui est amusant, c'est qu'elle dit en gros, comme on a eu peur de la pénurie, les gens ont eu peur de manquer d'électricité, donc ils ont été prêts à payer. Mais qui a parlé de pénurie en réalité en France? C'est bien le gouvernement initialement qui a parlé de pénurie. Absolument. Je vois pas comment on peut justifier ce discours. Et alors, je crois que les discours gouvernementaux sont complètement hors sol.
C'est-à-dire que le premier discours, c'est celui que vous citez, c'est-à-dire que c'est les consommateurs qui ont voulu acheter l'électricité plus chère parce qu'ils avaient peur d'en manquer. Alors, je vois pas le sujet, là. Ouais, les consommateurs, ils consomment, ils ne savent pas combien ils vont payer. Il a un contrat, il prend un contrat, il ne va pas commencer à faire des réserves d'électricité, puisque, justement, l'électricité se consomme immédiatement. C'est la caractéristique de l'électricité, c'est qu'elle n'est pas stockable. Donc, on se demande pourquoi, soudain, les consommateurs ont réussi à stocker l'électricité. Bon. En ce qui concerne l'essence et le gazole, finalement, lorsqu'on était à 1,2 euro le litre, on payait de l'ordre de 70 centimes à l'État en taxes diverses et variées. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, on est à 1,8 et quelquefois 1,9 ou 2. Donc, grossièrement, on paie 1,2 à 1,3 euros de taxes. Donc, celui qui a fait l'inflation, c'est l'État en passant du simple au double les taxes. Mais c'est quoi l'idée alors ? L'idée, c'est de remplir les caisses parce qu'on les vide par ailleurs. On n'arrête pas de donner des chèques, des subventions, des aides, etc. Bon, et l'argent qu'on n'a pas. Et alors l'argent qu'on a, on surtaxe absolument tout le monde. Et tout le monde a l'impression d'être surtaxé. Et cette impression est la bonne. Parce que, effectivement, on a augmenté physiquement la taxe sur l'essence et le gazole. En fait, il faut bien comprendre que quand on fait le plein de son véhicule, aujourd'hui, la moitié du véhicule est remplie... Plus de la moitié, 60%. 60% est rempli par les taxes que perçoit l'État. Et les taxes, autrefois, étaient de la moitié, c'est-à-dire il y a 2 ans, les taxes étaient moitié de celles qu'elles ont aujourd'hui. Donc l'État gagne aujourd'hui, avec le gazole et l'essence, 2 fois plus qu'hier. Voilà. Mais comment elles sont calculées, les taxes de l'État ? C'est un pourcentage de quantité de choses, c'est-à-dire que c'est 4 ou 5 taxes... Enfin, il y a des tas de noms, on ne va pas embêter les téléspectateurs avec ça, mais disons qu'il y a des tas de noms aux taxes, et de la même façon, il y a des taxes sur l'électricité aussi, parce que il faut payer les éoliennes et les renouvelables en général, parce qu'elles sont gratuites. Vous savez, Monsieur Hulot disait que c'était gratuit. Oui, c'est gratuit, il faut payer. Donc tout ça est complètement délirant. Et ce délire conduit à ça. La première chose, c'est sur les taxes. La deuxième délire, c'est de dire, mais vous avez on avait dit qu'on avait la pénurie. Bon. Et qu'il allait avoir des problèmes, très bien, c'est le gouvernement qui l'a dit, et il se trouve que on a réussi, grâce à notre action, à ce que cet hiver se passe bien. Bon, cet hiver, c'est pas bien parce qu'il a fait plus chaud que d'habitude, c'est tout. Il y a pas, ne nous trompons pas, il ne faut pas se tromper, une fois de plus. Non, c'est bien parce qu'il a fait plus. Et donc, l'interconnexion, alors il dit, c'est parce que l'interconnexion existe et qu'il fallait le marché de l'électricité européen pour nous donner l'interconnexion. Complètement idiot. L'interconnexion a commencé bien avant avec l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on avait en particulier la centrale de Fessenheim, tant décriée, dont on va certainement reparler, qui était commune à la France, à la Suisse et à l'Allemagne. Donc et l'interconnexion existe depuis très très longtemps. Et l'interconnexion a augmenté de façon importante à la chute du mur de Berlin, vers, bien sûr, l'Allemagne de l'Est, et vers l'ensemble des pays de l'Est. Ça a été décidé à Prague en 92, avec François Mitterrand et Václav Havel. Donc l'interconnexion a toujours existé. Et en fait, ce que vous expliquez, c'est que le gouvernement maintient une confusion volontaire entre le marché européen, en gros, et la distribution européenne de l'énergie. Je dirais, je ne sais pas si la confusion est volontaire ou pas, en tous les cas, il y a inexactitude. Voilà, donc j'ai tendance à considérer que je suis plus devant des ignorants que devant des gens mal oui, mais alors... Je vais être sincère avec vous, Loïc Le Floch-Prigent. Je reçois toutes les semaines des spécialistes par thème, par sujet de l'actualité. Et à chaque fois, j'ai des gens qui m'expliquent qu'ils sont nuls, qu'ils sont bêtes, qu'ils sont ignorants, qui ne savent pas faire. Enfin, il y a un moment, ça fait quand même beaucoup d'ignorants. Ben oui, mais si jamais on a fait une concentration d'ignorants dans le gouvernement, j'y peux pas grand-chose. C'est pas moi qui me donne le gouvernement. Enfin, il se trouve que ce qu'ils disent, c'est soit des mensonges,
c'est une interprétation, soit de l'ignorance. Bon, j'ai tendance à considérer que c'est peut-être de l'ignorance, et je continue à dire, mais essayez d'étudier un peu la physique, et d'étudier un peu l'économie, et puis ça ira peut-être mieux. Mais aujourd'hui, incontestablement, nous sommes devant un temple de l'ignorance qu'il est difficile de percer. Et alors, plutôt que d'accepter le débat, parce qu'on pourrait dire, ben voilà, il y a un certain nombre de gens qui parlent, je suis loin d'être le seul à dire ça. Hein. Il y a les anciens présidents des sociétés qui ont été à l'Assemblée nationale parler. Bon, mais je suis loin d'être le seul. Bon, alors on va dire, ben, faisons un dialogue, et puis essayons de voir ce qui se passe. Pas de dialogue. On continue à dire la même chose. L'interconnexion. Non, l'interconnexion n'a rien à voir. C'est-à-dire que si jamais j'ai un produit en trop, j'essaie de le vendre à l'extérieur. Si j'ai un produit pas assez, ben j'essaie de le prendre de l'extérieur. Donc c'est classique. Et on a vécu avec une électricité que l'on vendait parce qu'on avait un surplus, parce qu'on était abondant, bon marché. Donc on vendait l'électricité. Maintenant, on a eu des problèmes avec la maintenance des centrales nucléaires. On en achète de temps en temps. Ben on achète au prix où il faut. Et après, on fait la péréquation entre le prix du pic qu'on essaie d'avoir avec ce qui existe aujourd'hui dans notre potentiel, qui est à un coût exactement le même aujourd'hui qu'hier et avant-hier. Il n'y a pas changé. Le coût n'a pas changé. Et c'est ce coût qui devrait être la base du prix donné à tous ces gens qui sont en train de crever la bouche ouverte aujourd'hui dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Il faut leur donner un prix correspondant au coût, et après, ben, ils vont quand même réussir à survivre. Mais là, c'est impossible. Leur marge est mangée aujourd'hui par le prix de l'énergie, qui apparaît pour un coût, mais qui n'est pas un vrai coût. Voilà. Bien sûr, un surcoût, on va dire. On a vu il y a quelque temps un député socialiste qui a fait, lors de la niche parlementaire des socialistes, donc, qui a fait voter la renationalisation d'EDF. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Non. EDF est nationalisé à 80%. C'est pas le sujet. Il faut éviter de se poser des mauvais problèmes. EDF est une société qui fait la production électrique nucléaire et hydraulique à des coûts extrêmement bas, à peu près la moitié des coûts des autres pays et des autres sociétés, et il faut conserver cette possibilité pour l'ensemble des consommateurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce qu'on passe de 80% à 100% du capital et qu'on a enlevé la Caisse des dépôts et un certain nombre d'autres actionnaires d'État à l'intérieur d'EDF? Sûrement pas, c'est pas le sujet. Donc, la crainte qu'il y avait derrière la proposition socialiste, c'est les détracteurs d'Emmanuel Macron, allons droit au but, disent qu'ils veulent démanteler EDF, comme il a pu se produire avec d'autres entreprises, je pense à Alstom notamment, et qu'en gros, il veut privatiser les branches qui gagnent de l'argent et garder, nationaliser celles qui en perdent. C'est possible, mais je ne sais pas où on gagne de l'argent. Aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on gagne de l'argent sur les éoliennes et le solaire, en fait, on subventionne l'éolien et le solaire, et par conséquent, lorsqu'on arrive sur le réseau, on est en principe à prix nul. À prix nul parce qu'on a subventionné. Donc ça a coûté des milliards pendant des années, et ça nous coûte des milliards chaque année. Donc grossièrement, le fait d'avoir la priorité des éoliennes et du solaire sur le réseau coûte 8 milliards à 10 milliards par an à EDF. Donc on peut effectivement dire on va nationaliser, et cet argent que perd EDF, c'est l'État qui va le perdre. Mais ça ne change pas, ça ne change rien au problème. Vous voyez, on est sans arrêt sur des totems, et plutôt que de regarder le fond du sujet. Et on est sur des mensonges permanents, et on applique ces mensonges permanent à l'ensemble de la population qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce que le boulanger, les boulangers avec qui j'ai commencé à discuter en août de cet été, je leur ai dit, mais vous allez avoir un problème forcément avec vos fours. Ils me dit, mais pourquoi j'aurai un problème? Je dis, parce que vous allez avoir... quels sont vos contrats? On dit, mes contrats, j'ai fait, c'est à la fin de l'année. Je dis, sur les contrats en fin d'année, attention, parce que vous allez avoir un problème. Alors à ce moment-là, il y a eu un président de la République, que vous connaissez, qui a dit, à la fin,
vous inquiétez pas, ne signez surtout pas de contrat, parce que je suis là pour m'occuper de vous. Et puis très bien. Et puis ensuite, on a eu la présidente de la commission de régulation de l'énergie qui, en novembre, a dit « Dis donc, attention, hein, si vous avez votre fin de contrat à fin décembre, il faut vous signer, autrement vous n'aurez plus d'électricité. » Alors les pauvres boulangers, mais ils ont dit si j'ai plus d'électricité, je vais avoir du mal à faire tourner mon four. C'est quand même important de chauffer le pain quand même. Chez les boulangers, c'est important. Et ils ont signé. Et ils ont signé des contrats qui, à l'époque, ont été effectivement compris entre 4 et 10 fois le prix précédent. Et là, ça mangeait leur marge. C'est-à-dire qu'il fallait... Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre ? Il n'y a rien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, ils sonnent à la porte en disant écoutez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ? On leur dit oui, on peut faire quelque chose pour nous, pour vous. Vous avez vu, grâce à nous, vous avez passé un hiver correct. Bon, ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas encore reçu, pour beaucoup d'entre eux, leur facture de janvier. Il y en a qui ont déjà fermé, pour autant. Et il y en a 116 qui ont fermé en janvier. Donc on est à peu près, on a 33 000 boulangeries en France et on peut considérer que si jamais ça continue comme ça, on sera aux alentours de 20 000 assez rapidement d'ici la fin de l'année. Il y aura 10 000 à peu près qui auront fermé au rythme dans lequel ça ferme. 30% des boulangeries vont fermer. Oui, à peu près, oui. Alors, bon, peu importe, 25, 30... oui. C'est beaucoup. Donc il y a en principe une boulangerie par 2000 habitants. Et donc là, il y aura une boulangerie pour 4000 ou 3000. Voilà. Donc c'est quand même... ils vont peut-être faire plus de chiffre d'affaires, mais ça n'empêche pas que le pain va augmenter, ou eux, ils vont faire faillite rapidement. Et on ne peut pas considérer qu'on va augmenter de façon trop importante les prix des baguettes. Moi, quand vous vous promenez dans les boulangeries, vous apercevez qu'il y a des vieilles personnes qui sont là, et oui, autrefois, je prenais une baguette, est-ce que vous pouvez me donner une demi-baguette ? Donc, on est étonnés de... Et ça, c'est parce que de plus en plus, nos gouvernants n'ont plus de contact avec la population. Ils sont hors sol. Et je suis, c'est pour ça que je parle d'ignorants, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la réalité du prix de l'électricité, ils ne savent pas en particulier que l'électricité n'est pas stockable. Ils sont sans arrêt dans l'idée qu'elle est stockable. Elle n'est pas stockable, l'électricité. C'est clair, aujourd'hui. Alors, peut-être demain, lorsque la France sera devenue la planète Mars. Mais pour l'instant, sur la planète Terre, c'est comme ça. Et ils sont hors sol par rapport à la population qui ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas comment, dans l'alimentation, on est arrivé à plus de 25%. Et ça, il faut revenir à la notion du prix par rapport au coût. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, commencer par l'énergie, puis ensuite, on va regarder tous les produits. Et il va falloir que les gens s'expliquent sur cette dimension. Mais il est clair qu'avec le coût de l'énergie, on a depuis le tracteur jusqu'à la logistique qui va amener les produits là, on a des problèmes. Et par ailleurs, on a toute la régulation écologique, entre guillemets, qui ont conduit la production française à baisser. Autrefois, on alimentait notre pays. Pendant 2000 ans, la France s'est alimentée et a exporté ses produits alimentaires. Maintenant, c'est l'inverse, comme vous le savez. On apporte la plupart des choses, 60% des fruits, 40% des légumes, 25% de la viande, 30% des poulets, etc. Donc c'est une hémorragie terrible liée à la réglementation qui a été faite et qui coûte de l'argent. Tout ce qui est gratuit est en fait payant. Et donc il faut expliquer ça à la population. Oui, et puis alors on a beaucoup parlé là des boulangers, mais effectivement il y a beaucoup d'autres professions qui vont être touchées, notamment avec l'été. Dès que le froid sera parti et que c'est le chaud qui va arriver, on va avoir la chaîne du froid. C'est-à-dire que les bouchers vont dire oui, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Bien sûr. Voilà, etc. Nous, pour l'instant, on est dans la chaîne du chaud. Est-ce que mes fours peuvent marcher ou pas Voilà. Alors, ce qui est intéressant de signaler, quand même, c'est que les grandes entreprises, elles, énergétivores, avaient prévu cette éventualité et avaient, au moment de la déréglementation en 2005-2010, avaient passé un contrat sur 25 ans avec les producteurs. Alors effectivement, c'est une solution.
C'est-à-dire que EDF est producteur à 90% de l'électricité en France. On passe un contrat sur 25 ans et on dit voilà quel est le prix. Donc aujourd'hui, les grands sur lequel on joue du violoncelle en disant oh là là, ces pauvres gens qui ont des fours abominables, l'aluminium, l'acier, etc. Ces gens-là ont un contrat sur 25 ans à un prix nettement inférieur à celui des industriels dont je suis. Moi, j'ai aujourd'hui, grossièrement, par rapport au grand industriel, mon client, j'ai un prix qui est 6 fois plus fort que le sien. Donc lorsque je viens le voir en lui disant bah, « écoutez, j'ai un petit problème, c'est mon électricité à monter ». Comment ? Votre électricité à monter ? Pas la mienne ? Bah oui, bien sûr, puisqu'il a un contrat sur 25 ans. Mais ça, c'est quand même fabuleux. Ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que c'est les petits qui prennent encore plus cher. C'est les moyens. C'est les moyens. C'est-à-dire que l'ensemble des moyens, c'est-à-dire que le petit, lui, il peut passer sur son contrat individuel avec... Quand vous dites le tout petit, c'est les particuliers, en fait. Le bouclier. Oui. Hein, donc quand on est petit, ou quand on est un peu moins petit, mais qu'on a un petit bouclier, enfin, on se débrouille. Il y a une débrouillardise possible quand on est petit. Quand on est grand, on s'est débrouillé. Il y a, au moment de la constitution du marché, dans les années 2005-2010, pour avoir des contrats sur 25 ans. Puis j'allais dire, pardon, je vous interromps, mais j'allais dire, c'est quand on est très très grand, si ça devient un problème, on déménage. On délocalise, c'est pas grave, on a l'habitude en France. C'est ce qui a été fait. Oui. C'est ce qui a été fait. Hein. Donc les grands déménagent. Et c'est l'ensemble du corps de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le corps de vraiment vivre avec des employés, l'emploi, 85% de l'activité économique de ce pays, et c'est les gens qu'on oublie. Et lorsque le président de la République reçoit les énergivores, c'est-à-dire les grandes sociétés, il leur dit alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Les types disent, il n'y a pas de problème, donnez-nous de l'argent, on va rester. En fin de compte, c'est ceux-là qui paient le moins. Hein, donc on est complètement hors sol. Et donc aujourd'hui, alors c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire ce matin, c'est les gens des cliniques qui m'ont appelé en disant bon je paie 3 fois. Vous avez de la chance, payez 3 fois par rapport à l'an dernier. Moi c'est 6 fois. Mais c'est l'ensemble des activités, et cet ensemble des activités conduit à forcément de l'inflation. Alors on dit mais on jugule l'inflation. Vous ne juguliez pas l'inflation. Si jamais vous n'avez pas d'action sur le marché de l'électricité, sur le prix de l'énergie, tout est inflationniste, puisque vous devez répercuter. Alors vous pouvez soit crever, comme beaucoup d'entreprises vont le faire, soit réussir à intégrer dans la vente de votre produit les marges que vous avez perdues à cause du prix de l'électricité ou du prix des produits pétroliers, mais de toute façon c'est inflationniste, quelle que soit la solution, l'issue, vous êtes inflationniste. Alors il y a un élément, on reviendra à l'électricité après, mais il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est la question du gaz. La dernière fois que l'on s'était vu, on en avait évoqué les contours, notamment avec ce sabotage le 26 septembre des gazoducs Nord Stream, mais aussi, il faut le rappeler, avec les sanctions de l'Union européenne contre la Russie qui ont imposé de ne plus importer le gaz russe sur l'Union européenne. Je vous propose d'écouter Alain Juillet, que j'ai reçu il y a quelques temps, qui nous parlait rapidement de l'enquête de Nord Stream. Quand il y a eu l'affaire du Nord Stream 2, l'Allemagne a lancé une commission d'enquête et puis elle a dit on publiera. Oui. Et puis vous avez remarqué qu'il y a 15 jours, ils ont dit on ne publiera pas les résultats de l'enquête, ils resteront secrets. Ben évidemment, on sait bien pourquoi. Alors quand ce sabotage a eu lieu, les médias nous ont expliqué que c'était un sabotage russe, qui paraissait quand même un petit peu original. Ensuite, la piste occidentale a été évoquée, sans que, comme Alain Juillet vient de l'expliquer, nous n'ayons jamais de conclusion réelle sur l'enquête. Alors maintenant, aujourd'hui, ça serait désormais un groupe pro-ukrainien ou ukrainien qui aurait saboté Nord Stream. On les imagine bien avec des scaphandres, enfin, ça devient de plus en plus dingue. Toujours est-il que, moi j'ai une question, Loïc Le Floch-Prigent, qui à mon sens est la seule qui vaille, à qui profite le sabotage de Nord Stream ? Oui, alors j'avais été très prudent, vous vous souvenez, lorsque j'étais venu vous voir, en disant ce ne sont pas des professionnels de l'énergie qui font ça, ce qui était une manière de dédouaner les gens de Gazprom, c'est forcément pas eux, parce que on ne sabote pas.
lorsqu'on est dans l'énergie, on ne sabote pas, on ne sabote pas plus ça qu'une centrale nucléaire, terre à terre. On préserve l'outil. C'est constitutif de l'existence d'une profession dans l'énergie. Et là, il apparaît que depuis le départ, c'est-à-dire 2 ans avant l'intrusion de la Russie dans l'Ukraine, on sait qu'il y a un problème du gaz, que les Américains veulent vendre leur gaz de schiste à travers le monde et qu'ils sont arrêtés dans cette action par le prix qu'ils peuvent donner, et que ceux qui les gênent le plus, c'est les Russes qui ont un gazoduc qui va directement en Allemagne et qui a un prix cassé. Hein, donc, dans cette affaire, les Allemands sont contents puisqu'ils ont un prix bas du gaz et ils peuvent faire tourner leurs éoliennes puisque à chaque fois qu'il y a 3 fois plus de gaz que de vent, donc mais tout va bien, et ils continuent à dire, vous savez, mon électricité est verte parce que j'ai des éoliennes. Non, l'électricité n'est pas verte, elle est gazière. Bon, donc maintenant le mensonge est là et on le connaît. Mais les Américains veulent, eux, réussir à vendre leur gaz naturel liquéfié issu du gaz de schiste à un prix élevé correspondant au prix de production. Et par conséquent, il faut absolument que les Russes soit ne puissent plus livrer le gaz, soit qu'ils augmentent le prix du gaz. Et ils ont réussi à avoir les deux. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui un prix du gaz qui est plus élevé, donc aujourd'hui le gaz naturel liquéfié américain est rentable, et en particulier il est vendu à nous, Européens, à nous Français. Nous achetons des quantités de gaz naturel liquéfié à un prix très élevé des États-Unis. Et par ailleurs, il y a moins de livraisons de la part des Russes, mais surtout, les livraisons vont plus difficilement. Elles vont plus dans ce gazoduc, donc le prix a augmenté par le fait que la logistique est différente. Et qu'il y ait davantage d'intermédiaires pour pas dire que c'est d'intermédiaires. Donc voilà, donc ils ont réussi leur coup. Alors, on peut dire que le gaz naturel liquéfié de schiste américain a réussi à augmenter les prix correctement grâce à l'action de certains. Voilà, c'est tout. Donc, si je prends mon ami Alain Juillet, je dis qu'effectivement, si on regarde quel est le mobile, on trouve quand même plus le mobile de ce côté que d'autres. Alors, mais comment vous expliquez en particulier l'hypothèse ukrainienne qui était l'hypothèse ukrainienne, si jamais les Ukrainiens avaient envie de faire quelque chose, ils auraient commencé par le pipe Fraternité qui traverse leur sol. Donc c'était quand même plus facile que d'aller plonger. Bon, on vous dira que ça aurait été plus facilement voilà. signé. Non, enfin bon. Donc, tout ça est quand même une littérature de bas étage. On est quand même d'accord que le sabotage de ce gazoduc, Loïc Le Floch-Prigent, il met en danger la souveraineté énergétique de l'Union européenne aussi. C'est quand même une attaque frontale, ce sabotage. Comment expliquez-vous que nos politiques ne réagissent pas, ne se réjouissent de ne pas pouvoir nommer l'ennemi, de ne pas pouvoir nommer les responsables, de ne pas pouvoir enquêter ouvertement et clairement? Comment vous expliquez-vous tout ça? Les mauvaises langues disent que nous sommes devenus un État non souverain et par conséquent nous obéissons à la puissance américaine. Donc c'est une manière de voir les choses qui n'est pas forcément inexacte. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus avoir de capacité de souveraine. Pardonnez-moi, entre tolérer des ordres d'une puissance étrangère et accepter que cette même puissance puisse venir s'aborder notre propre souveraineté, qui est quand même, rappelons-le, un point vital, c'est quand même pas les mêmes dimensions. Non, c'est pas la même chose, mais il faut leur poser la question. Je suis malvenu de répondre à des questions qui se posent au gouvernement. Je ne suis pas le gouvernement, vous avez remarqué? Non, vous avez raison, bien sûr. Mais vous connaissez très bien le milieu politique, vous les connaissez depuis très longtemps, vous connaissez l'industrie, vous connaissez les Américains, vous connaissez les Russes, vous connaissez tous les interlocuteurs dont on est en train de parler aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est insupportable. Voilà, c'est ça que je peux dire. Et je veux dire que là, c'est là où l'ignorance est peut-être un peu que j'utilise souvent, est peut-être un mauvais mot. Mais voilà.
Alors, on va revenir à cette question de l'électricité parce qu'aujourd'hui, on est accablé par cette situation, on est accablé par toutes ces petites entreprises, ces petits artisans qui sont dans des difficultés absolument incroyables, dans le déni total du gouvernement. Mais on va essayer de voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce que le gouvernement pourrait encore faire quelque chose ? Oui. Alors là, vraiment, sur l'action, elle est d'une simplicité biblique. Bon. Donc, nous avons aujourd'hui arrêté un certain nombre de centrales thermiques pour des raisons idéologiques, en disant, vous savez, le climat c'est important, il faut que nous soyons les meilleurs, par conséquent, il faut arrêter toutes les centrales au charbon et toutes les centrales au fioul. Ces centrales sont là. Alors il y a la centrale du Havre qui est une centrale au charbon, il y a une centrale d'Aramon qui est une centrale au fioul, puis il y a la centrale de Porcheville qui est une centrale au fioul. Est-ce qu'il y a eu un programme pour regarder, comme l'ont fait les Allemands, si on peut remettre en selle les centrales qu'on a fermées ? Les Allemands l'ont fait. Et puis maintenant, Monsieur Scholz dit, ben voilà, on a fait à peu près le travail sur les centrales à charbon et on va ouvrir des centrales à gaz, le double de ce qu'on faisait avant. Voilà, donc voilà le programme. Voilà. Alors, nous, on n'a pas besoin d'autant de centrales, mais lorsqu'on on a les pics de consommation, les fameux pics de consommation que les ministres nous disent avoir pris chez les Allemands, c'est-à-dire chez des centrales à charbon. Je me demande quel est l'intérêt d'aller prendre leurs centrales à charbon pour nous donner de l'électricité, alors qu'on pourrait prendre nos centrales à charbon pour faire la même chose. Hein, donc il faut regarder... Ça fait marcher le commerce, l'ensemble. Oui, ça fait marcher le commerce, et visiblement, ça plaît. C'est bon. Donc on peut regarder l'ensemble du parc qui nous permet de passer les pics, qui nous permettait de passer les pics autrefois, et qui doit nous permettre de passer les pics aujourd'hui. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est dire, est-ce que avec le parc nucléaire que nous avons, nous faisons effectivement ce qu'il faut. Alors là, on a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est que nous avons des standards de nucléaire faits par l'Agence de sûreté nucléaire et surtout par l'Institut de recherche de sûreté nucléaire, qui ne sont pas des standards internationaux. C'est-à-dire que nos standards nous empêchent de faire travailler nos agents sur le terrain le nombre d'heures qu'il faut. D'où, vous avez remarqué que nous avons affecté des soudeurs américains et canadiens pour régler nos problèmes, parce que non pas parce que nous n'avions pas de soudeurs, mais parce que nous ne pouvons pas les faire travailler compte tenu du droit du travail issu du droit de la sûreté nucléaire qui nous empêche de les faire travailler un certain nombre d'heures et un certain nombre de jours. Et que, je vous annonce très facilement que si jamais je suis là devant vous, compte tenu de mon grand âge, malgré mon caractère breton et par conséquent le fait que je sois sur le granit depuis le plus jeune âge, eh bien j'ai des radiations en étant breton qui sont supérieures à celles que l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire permet aux travailleurs sur le terrain. Donc pour avoir une meilleure santé, il faudrait que je quitte la Bretagne pour aller dans les centrales nucléaires. Je serais je serais moins irradié. Donc on est dans c'est uburois. Bon. Alors c'est deuxième question. Donc il faut qu'on revienne aux standards internationaux. Les Français ne sont pas plus fragiles que les Chinois, que les Américains, que les Russes. C'est une spécificité française ou européenne? On veut être les meilleurs. C'est toujours la même chose. Hein. C'est sur tous les sujets, on veut être les meilleurs. Alors on est les meilleurs, donc on est plus sûr que nous, plus. Donc on a pris des standards qui ne sont pas des standards internationaux. Revenons aux standards internationaux. Si jamais les standards sont mauvais, à ce moment-là, il faut protéger l'ensemble des Américains, des Chinois et des Russes et faire autre chose. Bon, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet. Lorsque l'on fait le reshuffling des centrales nucléaires, c'est-à-dire que c'est le programme de carénage, grand carénage, etc., c'est-à-dire qu'on remet en ordre les centrales, ce qui avait été fait pour Fessenheim, qui était la centrale la plus sûre de notre parc, hein, entre autres. Bon, et qui a donc été arrêté par les Suédois, les Américains en profitent pour ce qu'on appelle, dans le langage chimiste, dégoulotter, c'est-à-dire augmenter un certain nombre de points pour augmenter la puissance.
Bon. Et donc, tous les grands carénages qui ont été faits par les Suédois et les Américains ont réussi à faire augmenter la puissance des centrales de 10 à 15%. Bon. Alors, j'ai indiqué depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on fait, nous? On dit, non, c'est impossible pour nous. Je dis, mais c'est les mêmes. Donc, nous sommes sous brevet et sous Westinghouse. Par conséquent, ce qui est vrai des Américains, pourquoi c'est pas vrai chez nous? Bon. Et là, il y a un programme... Parce que là, ce que vous expliquez, là, on n'est pas capable de le faire en interne, en France? On ne le fait pas, pour l'instant. Mais on a la techno, on a les gens? On a tout ce qu'il faut, bien sûr, on a tout ce qu'il faut. Oui. Donc, on a la capacité d'augmenter à parc égal, petit 1, le parc thermique, et on peut augmenter le parc nucléaire, y compris en rouvrant Fessenheim, qui, maintenant qu'on a saboté, parce qu'il y a eu un sabotage, un lessivage qui a été effectué en décembre 2022 sur les anciennes installations pour dire non, c'est pas vrai, jamais on pourra refaire Fessenheim, c'est un sabotage, on peut revenir sur ce sabotage, ça coûte plus cher, on avait à ce moment perdu 1 milliard dans ce sabotage en décembre de l'année dernière, mais c'est possible de le faire. Donc on peut optimiser ce qu'on a. Et ça, revenir à un fonctionnement antérieur, on peut facilement le faire. Simplement, il faut, et 3e point, il faut éviter de tirer une balle dans le pied. Tirer une balle dans le pied, ça consiste à dire que l'éolien et le solaire sont prioritaires sur le réseau, et que par conséquent, on met en danger et on fragilise des centrales nucléaires qui sont une base. Vous savez, on met le combustible nucléaire, on n'a pas envie de le retirer, le manège, etc., de jouer au yo-yo, c'est pas bon. Bon, donc il faut enlever la priorité à l'éolien et au solaire. Donc c'est relativement facile. C'est facile de dire, j'ai passé l'hiver 2023, je vais passer l'hiver 2024 dans de bonnes conditions. Il suffit d'y travailler correctement, de façon déterminée, et en essayant d'évacuer les faux problèmes qui ont l'air de se poser à des gens qui sont, de mon point de vue, ignorants. Bon. Alors après, il faut se dire, on va avoir le moyen terme, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, et à ce moment-là, il faut relancer l'ensemble du programme nucléaire français sur de nouvelles installations qui sont prêtes. Hein. C'est-à-dire que les gens des sous-traitants techniques français qui ont continué à travailler pour les Chinois, qui ont travaillé pour les Britanniques sur Hinkley Point, etc., sont prêts, ils sont en train de regarder les plans, ils sont en train de préparer les outils, ils sont en train de préparer les produits, et donc il faut relancer le programme. Mais relancer un programme, c'est pas dire je relance le programme, c'est dire voilà l'argent correspondant. Et là, on retombe sur le marché de l'électricité, c'est-à-dire que comment on peut relancer un programme avec de l'argent, avec un pays surendetté et un EDF qui est surendetté aussi. Comment on peut faire? Eh bien, on peut faire si jamais on quitte le marché de l'électricité officiellement. On a déjà quitté le marché de l'électricité de fait. C'est-à-dire que l'éolien et le solaire sont hors marché. Hein, et aujourd'hui, tous les boucliers dont on parle, c'est hors marché. Donc on a déjà quitté le marché. On n'est plus dans le marché. Les seuls qui sont dans le marché, ceux qui vont crever, c'est-à-dire les industriels, les commerçants et les artisans. Donc on dit on quitte le marché et on dit voilà comment le tarif va être de manière à financer l'ensemble du programme que l'on veut réaliser. Parce qu'on ne peut pas continuer à endetter une société qui est déjà trop endettée et endetter un État qui est trop endetté. Il faut dire, voilà, on va faire tel programme, ça va coûter 5 milliards, voilà en combien d'années on paie les 5 milliards, et donc c'est bancable. Bon, et là, ça veut dire quitter le marché. Donc il n'y a pas d'alternative à quitter le marché si jamais on veut travailler correctement. Vous voyez, un programme à court terme où on dit voilà la situation antérieure, revenons à la situation antérieure, nous avions des centrales thermiques, nous avions, etc., comme les autres. Tous les autres font la même chose. Hein. L'Allemagne a remis ses centrales à charbon en circulation, a remis ses centrales à fioul en circulation, etc. Elle a fait le boulot que nous ne voulons pas faire, que nous refusons de faire par idéologie.
pour éviter d'avoir les quelques écolos qui votent pas pour nous. Très bien, parfait. Il faut prendre le risque. Il n'y a pas le risque de voir l'ensemble de l'économie se déliter est supérieur, de mon point de vue, à quelques voix écolos. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail qui nous permet de passer l'année 2023 et les années suivantes, 2024-2025, on dit, voilà comment on va préparer l'avenir à moyen terme et comment y aller vite. Parce que il est clair que si jamais, comme c'est marqué dans les journaux que vous avez vus, si jamais on fait une centrale, nous, en 15 ans, alors qu'on fait la même centrale en Chine en 5 ans, il y a un problème. Donc il faut essayer de regarder pourquoi. C'est les mêmes. Donc on a fait les centrales en Chine, et les centrales continuent à se faire en 5 ans. Et puis nous, on dit, nous c'est trop compliqué, nous on est fragile, c'est 15 ans. Bon, très bien, dites-moi, expliquez-moi pourquoi. Donc il faut revenir à des délais. Alors 5 ans, c'est peut-être 7 ans, mais disons que c'est pas 15. Et donc on a là, mais il faut vouloir. Et il faut vouloir décider effectivement, et non pas parler. Je pense que l'ensemble de ce pays a besoin d'actes et moins de paroles. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, et en particulier, à les raconter, je le répète, que c'est grâce au marché de l'électricité que l'interconnexion a fonctionné et qu'on n'a pas eu, et qu'on a eu l'électricité. Ce mensonge est inutile. De la même façon que continuer à nous raconter que si on a fermé Fessenheim, c'est parce qu'on a fini par ne plus savoir pourquoi on a fermé Fessenheim. Pourquoi on est passé de 75 à 50% sur le marché électrique, sur le nucléaire. Tout ça, c'est des mensonges. Alors arrêtons de mentir. Moi, ça m'est égal de savoir qui a menti, qui a mal fait, etc. Je m'en fiche complètement. Par contre, moi, ce sur quoi je ne me fiche pas, c'est de savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Et on ne fait rien aujourd'hui. On parle, mais on ne fait rien. Alors justement, pour conclure cette émission, j'aimerais qu'on rebondisse sur un élément qui est quand même assez incroyable. Le Parlement européen devait s'exprimer sur la fin des voitures thermiques pour 2035, c'est donc demain, pour ne pas dire cet après-midi. Et l'Allemagne a décidé finalement de ne pas voter ce texte et de ne pas se plier à cette exigence européenne qui consisterait à en finir avec les véhicules à essence et à diesel en 2035. Alors c'est quand même assez amusant, après tout ce que vous nous avez raconté, après cette opiniâtreté de l'Allemagne à vouloir faire du vert partout, comment vous recevez cette information ? Il y a une chanson de Serge Lama que vous connaissez, « Je suis cocu mais content ». Voilà, alors c'est une chanson prémonitoire, n'est-ce pas ? Donc effectivement, nous avons bousillé complètement notre industrie automobile thermique. Nous avons enlevé les fonderies, nous avons enlevé les composants, nous avons dit non, c'est fini, on fait plus ça. Bon, on a fait même des zones de faibles émissions qui sont en train de foutre le bazar dans l'ensemble des métropoles et des villes et des grandes villes. Et puis, soudain... On a eu un dommage collatéral aussi dont on avait parlé, Carlos Ghosn. Hein. Oui, c'est ça. Oui, bon, on fait le bazar. Et soudain, on s'aperçoit que, finalement, la voiture électrique, peut-être, mais il y a peut-être autre chose. Alors maintenant on dit les carburants verts. Alors effectivement, lorsque vous aurez mis 5% de carburant vert dans un carburant pas vert, il deviendra vert. Parce qu'aujourd'hui, le greenwashing est magnifique. Donc l'hydrogène vert, c'est facile. On prend un peu d'hydrogène vert, on le mélange à de l'hydrogène pas vert et il devient vert. D'ailleurs, cette salle est verte. On voit bien qu'il y a une verdeur permanente. C'est facile. Bon. Alors, donc on fait ça et effectivement, on a décidé le véhicule électrique avec les Allemands, et les Allemands renaclent depuis très longtemps. Carlos Tavares, qui est président de Peugeot, qui a maintenant président de Stellantis ou directeur général, dit depuis longtemps, attention, il n'y aura pas une sorte de véhicule. Il n'y a pas le fait de dire... Je fais ma amende honorable, je dépense trop je mets trop de CO2, trop de particules, etc., n'a pas qu'une solution électrique. La solution électrique est d'ailleurs mauvaise sur le plan de l'ensemble de la chaîne de valeur, et c'est la solution diesel, dit Carlos Tavares, qui est la meilleure. Je continue à le croire. Donc on n'a pas une solution, et c'est l'objectif qu'il faut viser, et non pas le produit.
Il y a un moment, là, ça fait quand même... Et maintenant, c'est fini. Ça fait quand même 3 quarts d'heure qu'on parle du fait que le prix de l'électricité a explosé. Donc il y a quand même une légère incohérence. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout miser sur l'électrique alors qu'on risque des pénuries. On fait la même erreur sur le chauffage. On enlève le fioul et le gaz et on remplace par la pompe à chaleur électrique. Donc on va dire, mais il faut arrêter les bêtises. Donc il ne faut pas se tromper. Nous sommes encore en train de nous tromper et les Allemands se disent, bon, il y a peut-être un moyen de ne pas se tromper. On va peut-être mettre la pédale douce sur le sujet. Et sur les ZFE, sur les zones à faible émission, la même chose. Il faut mettre la pédale douce. On ne peut pas continuer comme ça, puisque du point de vue social, les gens les plus pauvres ne pourront pas se payer les voitures électriques parce que ce sont plus cher. On aura beau mettre des subventions, on n'en a pas. Et alors là, la cerise sur le gâteau pour moi, c'est que aujourd'hui il y a une nouvelle profession à Paris. Vous ne la connaissez pas, mais moi j'ai rencontré la semaine dernière la profession de celui qui a un petit estafette avec un générateur électrique diesel ou essence et qui vient dépanner les voitures électriques qui sont dans des endroits choisis à l'intérieur de Paris. C'est une nouvelle profession. Alors, j'ai dit, combien vous avez de voitures? Alors, il dit, moi, je ne voulais pas vous dire. Il dit, bon, on a un parc de 50 estafettes qui circulent dans Paris et qui... Non, je veux dire, tout ça, l'hypocrisie à ce point est quelque chose qui doit nous alerter. Et donc, le lendemain de la position prise par les Allemands, qui est une position hypocrite, parce qu'ils disent, nous allons peut-être attendre un peu que nous ayons un carburant. Bon, ils savent bien que c'est un faux carburant vert qu'on va prendre, mais peu importe. Bon. Mais le lendemain, le ministre des Transports se précipite en disant, mais qu'est-ce que c'est ces Allemands? Ils font... Oui, effectivement, nous avons bousillé notre industrie automobile française. Nous ne sommes plus que des assembleurs. Les moteurs thermiques sont faits soit pour nous, soit à Tanger, soit en Turquie. Donc on a déménagé, n'est-ce pas ? Et puis on va vendre au monde entier les véhicules thermiques essence diesel, et hybrides éventuellement. Nous, on a dit non, on fait plus. Et puis les Allemands disent non, nous on va peut-être faire autrement, les Italiens aussi. Et on continue et on dit mais pourquoi on fait? Nous, c'est vachement important. C'est fini, la fête est finie. Il faut arriver aujourd'hui à regarder la réalité. La réalité, c'est qu'il y aura des voitures thermiques, des voitures électriques, des voitures hybrides dans le monde et que les constructeurs devront faire tout. Et si jamais nous continuons à avoir notre position stupide, il n'y a que des véhicules électriques, comme les véhicules chinois seront la moitié moins chers que les nôtres, eh bien, nous serons avec des véhicules chinois, comme nous sommes aujourd'hui avec des panneaux photovoltaïques chinois, à 100%, comme nous sommes avec la plupart des composants des éoliennes avec des composants asiatiques. Effectivement, il faut se confronter à la réalité. Alors, cette réalité, visiblement, n'est pas arrivée au niveau gouvernemental, c'est clair. Bon. Je pense, y a jamais pire en grande partie, quelqu'un qui veut pas voir. Par ignorance et par déni de réalité. Et je pense que là, aujourd'hui, sur les véhicules électriques, pour moi, la fête est finie. Maintenant, on va peut-être mettre 10 ans à considérer que la fête est finie et on aura foutu le bazar dans l'ensemble de l'ensemble du pays en maintenant une idéologie stupide pour gagner quelques voix des écologistes aux élections. C'est possible. Je ne dis pas le contraire, mais simplement l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne et l'Italie sont sur une autre dynamique et si nous voulons continuer à descendre dans notre industrie et à continuer à prendre des illusions pour des réalités, effectivement, le pire n'est pas certain, mais probable. C'est le combat que je mène aujourd'hui, c'est essayer d'expliquer aux gens que nous devons être dans la réalité. Il faut se confronter à la réalité. La réalité du coût de l'énergie qui est bas chez nous et qui peut rester bas toujours, et le fait que nous allons avoir une cohabitation sur les véhicules, entre les véhicules thermiques et les véhicules non thermiques, électriques, hybrides, etc. Et que c'est cette cohabitation industrielle qu'il faut préparer et non pas cette espèce d'anathème permanent contre les véhicules thermiques.
on aura des véhicules thermiques. Le monde va avoir des véhicules thermiques. L'Afrique aura des véhicules thermiques. L'Asie aussi. Voilà. Le problème, Loïc Le Floch-Prigent, c'est que les Français qui en souffrent, eux, ils n'ont pas les manettes. Ils sont obligés de subir. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils se révoltent aujourd'hui sur quelque chose de relativement bénin. C'est-à-dire l'histoire des retraites. Enfin, alors, si je peux me permettre, je vous contredirais, là, sur ce plan, Loïc Le Floch-Prigent, il y a un sondage qui est sorti, les Français, ils sont à 80% ou à 83% à se dire en colère contre le gouvernement, et ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. On est d'accord. C'est pas uniquement la réforme des retraites, et analyser les manifestations aujourd'hui comme uniquement... Nous disons la même chose. Une colère à l'égard de la réforme, c'est vraiment se tromper sur ce que veulent les Français. Nous disons la même chose. C'est-à-dire que la colère qui monte aujourd'hui est une colère générale. Bien sûr. Sur laquelle la retraite est un phénomène bénin. OK, donc pour moi. Bon. Et donc, pour moi, le problème des retraites est un problème de... Il y a moins en moins d'actifs, par conséquent, il faut augmenter l'activité. Augmenter l'industrie, c'est augmenter l'activité, et deux, c'est aussi avoir une retraite par capitalisation comme les fonctionnaires l'ont, pour l'ensemble de la population, de manière à avoir à la fois une tendance à regarder l'avenir avec une augmentation de l'activité en France et bénéficier de capitalisation et de fonds propres pour les entreprises. Donc le problème des retraites n'a pas été traité, pour moi. Hein, il n'a pas été traité. Mais d'une façon générale... Finalement, il ne traite pas beaucoup de problèmes. Non, il n'y a pas été. Donc effectivement, on est en révolte contre une réforme qui n'est pas une réforme, on se comprend. Mais la vraie colère, on la voit bien. C'est-à-dire que qui aujourd'hui se mobilise contre la situation ? Ce sont les gens des transports et les gens de l'énergie. Pourquoi ? Parce que sur ces deux sujets, la politique qui est menée est une politique absurde. Et donc, les gens... les pétroliers, mes anciens collaborateurs pétroliers, ils disent mais on est en train de dire que le gaz et le pétrole c'est fini et il faut sauver absolument le pétrole et le gaz. Donc c'est ça qu'ils sont en train de dire lorsqu'ils disent j'ai envie de la retraite, c'est pas bien. Non, ils disent l'énergie c'est important. Dites-nous quelle est votre politique énergétique. Il n'y a pas de réponse. Bon. Sur les transports, donc on dit voilà ce qui est important, c'est prenez tous les matins, hein, on dit, vous prenez un véhicule électrique, mais attention, il faut surtout faire du covoiturage, préférer le train et le vélo et la marche à pied, c'est mieux. Vous ne pouvez pas avoir une réclame. Comme c'est un terme ancien, mais une réclame de voiture, sans qu'on vous dise surtout ne prenez pas la voiture. Mais si jamais je prends la voiture, j'en ai besoin. Lorsque mon personnel travaille dans les usines qui sont à la campagne, ils ont 10-15 km à faire entre chez eux et s'ils n'ont pas de voiture, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont rien. Donc pas la peine de raconter, mais il suffit de prendre les transports en commun. Non, il n'y a pas de transport en commun. Et puis, bon. Donc, le monde des transports sent bien qu'il y a un problème, généralement. Et c'est ce monde-là, le monde des transports et le monde de l'énergie, qui sont en colère le plus et qui disent on va bloquer la situation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie d'avoir des réponses. Ils ont envie d'avoir du sens dans ce qui leur est proposé, et aujourd'hui, ils n'ont pas de sens. Et donc, il faut retrouver ce sens et dire oui, certes, on va avoir des transports en commun, certes, parce que dans les métropoles, on va avoir une situation différente, mais il est clair que vous allez continuer à utiliser votre véhicule thermique, vous allez continuer. Bon, on ne peut pas avoir comme image cette Tesla californienne avec ce magnifique avant avec les batteries, une tonne 2 ou une tonne 3 de plus que si jamais c'était thermique, et puis à l'arrière un petit truc avec le générateur électrique et le bidon d'essence au cas où on tombe en panne. C'est ça l'image, c'est ça qu'on veut. Alors on met 80 kilos dans 2 tonnes 6 en mettant un générateur en plus à l'arrière si jamais on tombe en panne. Il faut acheter des véhicules électriques et une remorque. Voilà. Je veux dire, tout ça, cette image-là, elle est catastrophique. Et en plus, ça coûte cher. Hein, c'est-à-dire, ça coûte cher du point de vue de l'ensemble des matériaux qui vont être mis dans les batteries
même si on les recycle, c'est un problème important. Et puis, ça coûte cher parce qu'aujourd'hui, les Chinois ont pris une avance considérable et qu'ils peuvent inonder le marché avec leurs produits et que nous n'arriverons pas, nous, à être en compétition active avec eux, c'est-à-dire avec des prix satisfaisants. Donc voilà. Donc, soit on est nourri avec leurs prix, soit on se suicide. Moi, je ne suis pas pour le suicide. Voilà. Eh bien, nous non plus. Merci beaucoup, Loïc Le Floch-Prigent. Merci d'être revenu jusqu'à nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle l'ouvrage le plus en rapport avec cette émission. En tous les cas, il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. C'est aux éditions Elitel et disponible sur le site loiclefloch-prigent.fr. Chers amis, j'espère que vous avez partagé cette émission, que vous l'avez commentée. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de le faire. N'oubliez pas également de la partager. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.